Amusez-vous, dansez, c'est la fête, amusez-vous. Bal, boîte de nuit ou fête, la danse est un rituel important dans la constitution des couples. Après s'être évaluée à distance, elle permet d'affiner la sélection et d'amorcer la séduction. Ils croient danser pour se dépenser, se distraire, mais en fait pas du tout. La danse n'est rien d'autre que la parade amoureuse de l'homo sapiens. Ah bon? Eh ouais mon pote. La danse telle que nous la concevons aujourd'hui est relativement récente dans l'histoire de la séduction, dans la mesure où, dans l'Antiquité, les danses sont essentiellement sacrées. Les hommes et les femmes dansent séparément. Mais déjà à l'époque, il peut s'agir d'une technique de séduction dans la mesure où les danseurs, comme les danseuses, font preuve de leur habileté, de leur agilité. Ils ont la possibilité d'exposer leur corps, parfois très dévêtu. Il y a des danses nues. Et donc, le spectacle de la danse peut être un support de séduction. L'exemple le plus célèbre est la danse de Salomé dans les évangiles. La danse en couple est surtout une invention du XVIe siècle. Et là encore, les couples ne sont pas fermés. On se donne simplement la main dans certains pas. Cela permet d'échanger certaines répliques. Et il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître véritablement une danse de séduction qui est la valse. Le couple est fermé sur lui-même. Il tourbillonne. Il faut imaginer une jeune fille qui sort du couvent, qui n'a jamais rencontré un homme de sa vie et qui, à son premier bal, va être jetée à moitié dénudée, puisque les décolletés sont très profonds, sous les lumières, alors qu'elle a toujours vécu dans l'ombre, dans les bras d'un homme qui, pendant 5 minutes, peut lui dire tout ce qu'il veut à l'oreille. On comprend le pouvoir de séduction de la danse au XIXe siècle et le rôle extrêmement important que les bals ont joué dans la constitution du couple au XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, sont alors apparues des danses où l'on se touche. Le tango apparu dans les années 1880 avec la java, puis le slow dans les années 60-70. On a des danses vraiment de proximité qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire de la conquête amoureuse. Mais c'est déjà la fin du grand rôle de la danse dans le processus de conquête amoureuse, puisque les danses commencent de plus en plus à être séparées. Le bebop, toutes les danses acrobatiques, on trouve un petit peu les danses de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'homme, et surtout à l'homme aujourd'hui, bizarrement, d'exprimer son agilité, la beauté de son corps, et c'est donc une séduction indirecte qui s'opère. La danse fonctionne comme un rituel d'appariement temporaire, c'est-à-dire qu'on forme un couple pour un temps déterminé, et avec toute une ambiguïté, c'est le grand intérêt de la danse, sur le degré d'engagement de la personne. C'est-à-dire qu'on peut considérer que à renouveler, à continuer à danser sans arrêt avec le même partenaire, par exemple, eh bien, on marque une sorte d'engagement. Ou alors, en changeant à chaque fois, eh bien, on indique que, au fond, ça n'est qu'une danse et ça n'a pas tant d'importance que ça. Donc, l'intérêt de la danse, c'est qu'elle entretient l'ambiguïté sur les intentions de la personne. Dans les danses les plus contemporaines, il n'y a même plus d'appariement, c'est-à-dire que les personnes dansent individuellement. Et les rapprochements entre les individus se font de façon très informelle. On se rapproche peu à peu de la zone où la personne qui vous intéresse se trouve. Il est montré largement que la séduction masculine est plutôt une séduction de conquête et la séduction féminine plutôt une séduction de sélection. Correspond à nos mécanismes les plus archaïques de la pulsion reproductrice qui sont en jeu dans la séduction. Et ça se traduit par des comportements différents. Quand un homme entre dans une soirée, dans un bar, il regarde quelles sont les femmes qui pourraient potentiellement être séduites. Il y a donc une espèce de regard qui se fixe sur les différentes personnes qui pourraient l'intéresser. Les femmes, vous remarquerez, ne fixent pas du regard parce qu'on sait que le regard qui fixe a une signification.
elles ont une espèce de regard beaucoup plus périphérique, mais qui leur permet de saisir chacun des moments de la parade des différents mâles qui sont ici présents. Elles ont un regard plus réaliste socialement sur ce que cela peut signifier. Elles observent certaines caractéristiques et en déduisent des caractéristiques psychologiques, voire sociales de l'homme en question. Elles observent de manière bien plus fine l'habillement des hommes, qui est une indication évidente sur sa position et sa situation sociale. Et cet aspect-là est lié au fait que la position sociale de l'homme joue un rôle plus important pour les femmes que la position sociale de la femme n'en joue pour l'homme. Donc cette espèce de regard féminin qui voit et qui, sans regarder, et qui décide de regarder qui veut, est extrêmement important. On pense que ce sont les hommes qui font les premiers pas, et ils en sont convaincus. En réalité, ce sont les femmes qui décident celui qui peut continuer. Ensuite, il y a d'autres différences. Les hommes sont très sensibles à tous les stimuli visuels, le maquillage, les cheveux que l'on touche, les signes d'autocaresse. Les hommes perçoivent ces signaux. À l'inverse, les femmes sont plus sensibles à la parole, et dans la parole plutôt à la tonalité et au côté fort et rassurant, en tout cas perçu comme tel, de la conversation avec le partenaire éventuel. Aujourd'hui, Juliette choisit sa robe de mariée. Derrière son sourire, sa mère, comme sa meilleure amie, la sent nerveuse, hésitante. Elle se rend compte que cela dépasse la simple question de la robe. C'est qu'au moment de franchir le pas du mariage, le néocortex de Juliette, la couche supérieure de son cerveau, évalue à nouveau Bastien et l'avenir qu'il représente. Je te rappelle que Bastien t'a offert une bague Maus et que tu es folle de lui depuis un an. Maman. Et en plus, pas du tout. Juliette n'a jamais été folle de Bastien, mais plutôt de son statut social. Et alors, même si elle l'aime pour son argent, il n'y a pas de honte. Faut arrêter avec ces complexes à la française, là. Brigitte, on baisse pour l'amour et on se marie pour le fric. Non mais ça va pas. Belle éducation, hein. Tu m'énerves. Vous allez être une ravissante mariée. Si j'étais en train de faire la bêtise de ma vie. Mais non, ce chapeau vous va comme un gant. Mais non, pas le chapeau. Juliette, tu peux encore tout arrêter. Ne l'écoute pas, ma chérie, tu as choisi le must. Bah, bienvenue chez toi, hein. Bienvenue chez moi. C'est vrai que Bastien remplit bien des critères sociaux et biologiques de l'homme idéal. Il offre un avenir rassurant. Ah non, pas de voile. Ah non, pas le voile, non. C'est sans doute ce qui a attiré Juliette vers lui. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce bien cela, le grand amour? Je sais pas. Si le choix amoureux est guidé socialement et biologiquement, si la raison et l'histoire de chacun jouent aussi leur rôle, il arrive qu'on n'ait même pas le temps de choisir. Pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Et oui, à la seule vue de Juliette, la foudre est tombée sur ce garçon, le laissant ébloui. Le coup de foudre, c'est sans aucun doute le secret le mieux gardé de Cupidon. Habituellement, la relation amoureuse se construit progressivement dans une familiarisation de l'autre qui devient petit à petit celui qui est notre intérêt principal, c'est-à-dire celui qui nous procure le plus de plaisir, de bonheur et de récompense. Et ça commence d'ailleurs souvent par du plaisir sexuel et la relation amoureuse se construit. Le coup de foudre, c'est pas ça. C'est deux personnes qui, dans la rue, dans une soirée, se disent « mais c'est lui, je le reconnais, c'est celui que j'attendais de toute date, c'est celui qui va me compléter ». C'est-à-dire que le coup de foudre télescope la passion amoureuse et évite toutes les phases progressives de la rencontre. Alors il se produit quand, en général, on est dans un état psychique particulier, c'est-à-dire qu'on est un peu en attente. Le coup de foudre tombe quand même pas sur un terrain vierge. Tout le monde n'a pas la chance de vivre un coup de foudre, mais chacun peut en être victime à un moment donné. C'est une des expériences les plus marquantes d'une vie. L'universalité de ce phénomène et les circonstances de son surgissement intéressent aussi une anthropologue américaine spécialiste du sentiment amoureux.
Il y a eu des études sur ce sujet, dont celle-ci que je connais bien. On avait demandé à 98 personnes si elles avaient un jour vécu un coup de foudre, et près de 10% d'entre elles ont dit que oui, ça leur était arrivé. Mais il suffit de regarder la poésie de Chine, d'Inde ou du Japon, d'Europe ou d'Amérique du Sud. La poésie, les mythes, les légendes dans lesquelles on parle du coup de foudre, c'est évidemment loin d'être une expérience uniquement américaine ou européenne. Mais il faut dire qu'il y a des moments particuliers où on est prêt à tomber amoureux. Le timing est très important en amour. Quand vous venez d'arriver dans un pays étranger, ou quand vous venez de quitter l'université, ou quand vous sortez d'un divorce pénible, ou bien en temps de guerre. Dans ces moments où votre vie est vraiment instable. Je suis désolée. N'importe quelle sorte de nouveauté peut vous aider à franchir le pas de la passion amoureuse. Les sexologues reçoivent chaque jour dans leur cabinet des couples qui leur racontent leurs problèmes sexuels, qu'ils soient physiologiques ou psychiques, mais aussi leurs histoires d'amour. Pour Sylvain Mimoun, le coup de foudre existe incontestablement, mais... Ce qui est rare dans le coup de foudre, c'est d'être amoureux de quelqu'un spontanément, la foudre nous tombe dessus, mais ce qui est rare, c'est que c'est la même chose pour la personne en face. Et c'est, ne serait-ce que par la loi des probabilités, c'est quelque chose de pas si fréquent que ça. Mais c'est d'autant plus intensément perçu quand on le vit, quoi. Sébastien. Et c'est justement ce qui va arriver à Juliette. À son tour, à la vue de cet inconnu, Juliette vit un véritable raz-de-marée de sensations et d'émotions. Le coup de foudre provoque une série de réactions physiologiques incontrôlables. Le cœur de Juliette accélère ses battements de 80 jusqu'à 120 pulsations par minute. Presque aussitôt, elle rougit d'émotion, car l'augmentation du débit cardiaque s'est propagée jusqu'au plus fin capillaire sanguin qui gonfle sous sa peau. Juliette a aussi la chair de poule et une forte bouffée de chaleur. Pour retrouver l'équilibre de sa température, de la sueur est expulsée de chaque pore de sa peau. Eh oui, c'est pourquoi les amoureux ont souvent les mains moites. How you doing? Je suis votre nouvel ami de l'en dessous. Oui, moi aussi, John Gutiérrez. Juliette. Le voisin de l'en dessous a échangé son flat avec moi. C'est plutôt les psychanalystes qui essayent d'expliquer ça, ou la psychanalyse plutôt qui essaie d'expliquer ça. Il s'appuie sur le fait que l'autre personne vous tape dans l'œil et dans le cœur parce qu'elle vous rappelle quelqu'un. Hein, et bien entendu, elle ne sait pas qu'elle vous rappelle quelqu'un, et vous non plus, vous ne savez pas qu'elle vous rappelle quelqu'un. Quand vous la voyez elle, vous dites pas que c'est la cousine que vous avez connue quand vous aviez 15 ans, ou a fortiori quelqu'un ou votre mère quand vous étiez petit et elle avait la même robe, par exemple. La personne ne pense pas ça. Enfin, vous êtes musicien. C'est génial, c'est bien. Et tu joues enfin, tu fais quoi comme genre de musique? Tu veux un paquet de ma musique? Ouais. C'est moi. C'est incroyable. Je suis en train de vivre un coup de foudre en direct. Un vrai coup de foudre. Rappelle-moi vite. Il n'y a pas d'étude spécifique de ce moment qui est un peu quand même difficile à saisir. On a rarement une IRM sous la main quand on tombe amoureux et quand on rencontre dans une soirée ou dans la rue son élu et son aimé. Si on pouvait pratiquer un tel examen, on observerait sans doute les effets indirects du coup de foudre sur le cerveau. Cette sorte de court-circuit général agit par exemple sur les zones du langage. L'aire de Broca, qui est impliqué dans l'expression verbale, ou l'aire de Wernicke, qui gère notre compréhension du langage. Alors les amoureux s'embrouillent, bafouillent, de façon aussi charmante que niaise.
J'ai du café. Si tu veux, je te fais un café. En plus, c'est du café bio. Tu veux? Je dois sortir, mais je viens après. D'accord. Ok, ça marche. Pour Juliette, l'odyssée de l'amour vient-elle seulement de commencer avec cette rencontre? Dans le prochain épisode des Secrets de Cupidon, nous verrons au-delà du coup de foudre comment la séduction opère graduellement, mobilisant l'un après l'autre tous nos sens. L'attirance aimante les corps, les esprits et les cœurs vibrent à l'unisson. Juliette, fiancée de Bastien, pourra-t-elle résister à son désir pour ce bel Américain ?